Soutenir les nécessiteux en leur offrant des bœufs pour la fête à hauteur de 180 millions de francs CFA. C'est l'opération Tabaski lancée aujourd'hui, une opération organisée par la Ligue des prédicateurs du Mali avec l'appui de l'organisation caritative turque Hassan. Et puis le grand format de cette édition s'intéressera au prix découverte RFI 2013 avec la jeune musicienne malienne Mariam Koné qui fait partie des 12 finalistes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester sur le RTM et bienvenue à l'information. Nous ouvrons ce journal par ce message de félicitations du président de la République à l'équipe nationale dames de basketball, championne d'Afrique de la 3e édition de l'Afrobasket féminin U16 Maputo 2013. Message ainsi libellé. Mes chères filles, à l'issue de la finale de la 3e édition du championnat d'Afrique des nations de basketball féminin des moins de 16 ans Afrobasket Women U16 2013 qui s'est joué du 12 octobre 2013 à Maputo au Mozambique, vous êtes sacrée championne d'Afrique dans la pure tradition de combativité, de détermination et de don de soi propre aux sportifs de haut niveau. Vous avez survolé et illuminé la compétition par votre adresse et conservé par la même occasion votre trophée conquis en 2011. Loin de vos terres, vous avez porté haut les couleurs nationales et du coup montré à la face du continent que le Mali est de retour. Mieux, votre sacre continental porte témoignage de ce que, malgré les dures épreuves que notre pays a subies pendant ces longs mois, nos sportifs et en particulier les pratiquants du basket restent parmi les plus performants et les plus compétitifs du continent. En ces temps où le doute pourrait le disputer au découragement, votre exemple est la preuve éclatante qu'il n'est de satisfaction et de récompense que dans l'effort individuel et collectif. Mes chères filles, belle est votre victoire, exemplaire est votre générosité. Votre sacre continental est d'autant plus beau et méritoire qu'il a été obtenu de haute lutte à des compétiteurs d'expérience, mais pratiquement dans l'anonymat le plus total au plan national, puisque seuls quelques amateurs de la balle au panier ont pu suivre à distance votre parcours sans faute. Je vous remercie du fond du cœur pour le bonheur que vous procurez à la nation malienne et surtout pour l'exemple que vous constituez pour notre jeunesse en quête de modèle. Je voudrais féliciter très sportivement l'équipe nationale d'Égypte, votre adversaire de la finale qui n'a nullement démérité. J'exprime ma satisfaction à vos encadreurs et l'expertise et au sérieux unanimement reconnu et salué par tous. Il me plaît aussi de saluer le ministère de la Jeunesse et des Sports, le Comité national olympique et sportif du Mali, la Fédération malienne de basketball et l'ensemble des supporters qui ont, chacun dans son rôle, œuvré en bonne intelligence pour obtenir les résultats qui font aujourd'hui notre fierté. Enfin, mes chers aigles, je vous réitère mon soutien personnel ainsi que celui du gouvernement pour vous garder à niveau afin que vous puissiez survoler avec majesté les joutes sportives à venir. Signé Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. En 5e région, une pirogue de transport en commun sur l'axe Mopti-Tombouctou a chaviré près du village de Koubi, dans la commune rurale de Kona. C'était dans la nuit du vendredi 11 octobre au samedi 12 octobre 2013. Le bilan provisoire fait état de 39 morts, déportés disparus et 210 rescapés. Les opérations de recherche des disparus et des bagages se poursuivent. Une équipe de reportage de l'ORT Mopti était ce matin sur le lieu du drame. Voici ce qu'elle nous a rapporté. Mais attention, certaines images peuvent choquer. C'est aux alentours de 20h30 dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 octobre que le drame est survenu au large de Koubi sur le fleuve Niger à 7 km de la ville de Kona. L'embarcation en question est une pinasse à étage appartenant à Boukadari Tigambo, transporteur fluvial sur l'axe Mopti-Tombouctou. À bord, il y avait, selon les informations recueillies sur les lieux du drame, 300 à 400 passagers avec des marchandises et des bagages dont les poids sont estimés à près de 70 à 80 tonnes. Vraiment, quand ils ont fini de tout charger et quand les passagers sont rentrés, la pinasse était pleine à craquer. C'était vraiment une surcharge. On est arrivé au niveau du premier poste de contrôle et la pinasse, je ne sais pas par quel miracle, avec cette charge-là, ils ont pu passer au niveau du premier poste de contrôle. Arrivé au niveau du deuxième poste de contrôle, c'est les mêmes causes qui font les mêmes effets. La pinasse a passé. Troisième poste de contrôle, la même chose. Dans la soirée, vers 20h précise, on a entendu un craquement et la pinasse s'est scindée en deux et tout le monde a commencé à couler. Au passage de notre équipe de reportage ce dimanche 13 octobre, le bilan provisoire faisait état de 39 corps sans vie repêchés
des portés disparus et 210 rescapés, parmi lesquels un petit garçon d'1 an dont la maman a malheureusement perdu la vie. Ceux seulement qui ont pu s'accrocher à quelques objets flottants ont pu être sauvés et beaucoup ont été amenés par le courant très très loin. Et nous avons organisé en ce moment le grand dispositif de secours. Les villages environnants sont venus renforcer le secours. Tous les bozos se sont mobilisés pour la circonstance. Je ne peux pas parler sans souligner un point. Ça, c'est l'appui de la population de Koubi qui a pris en charge l'alimentation de tous les rescapés au niveau du village. En attendant de faire la lumière sur les causes réelles de ce naufrage, les opérations de recherche continuent pour tenter de repêcher d'autres corps et récupérer les bagages emportés par les eaux. Par rapport à ce naufrage, nous vous livrons le contenu de ce communiqué du parti Yéléma, communiqué ainsi libellé. C'est avec consternation et une profonde tristesse que le parti Yéléma, le changement, a appris le naufrage d'une pinasse entre Mopti et Tombouctou, causant la mort ou la disparition de plusieurs dizaines de personnes dans la nuit du vendredi 11 octobre 2013. Le parti Yéléma, le changement, adresse ses sincères condoléances aux familles des disparus, prie le Tout-Puissant pour le repos éternel de leur âme et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le parti Élément le Changement, soucieux de la sérénité et de la population, demande aux autorités donc de prendre toutes les dispositions pour élucider les conditions de ce drame et éviter qu'il puisse se reproduire à l'avenir. Le gouvernement procédera à la levée des mandats d'arrêt internationaux lancés contre certains responsables rebelles, parmi lesquels 6 députés, une mesure d'assouplissement certes, qui ne veut nullement dire l'arrêt des poursuites judiciaires contre les personnes reconnues coupables de crimes de guerre et de violations des droits humains. Là-dessus, les explications du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mohamed Ali Bachili, au micro de Bouakar Sissoko. Les choses ont évolué, à la fois sur le terrain et politiquement. On est entré dans un cycle de négociations sous l'égide de la communauté internationale. Et pendant la transition, il y a eu ces négociations de Ouagadougou qui ont abouti à un accord. Mais s'il faut négocier avec eux, si c'est eux qui représentent les éléments politiques susceptibles de faire les démarches pour construire le retour à la paix, il faudrait créer les conditions dans lesquelles ils peuvent assumer ce rôle de négociateur. Et ça permet à la communauté internationale de veiller à ce que, tout simplement, les négociations soient conduites dans les conditions qu'il faut. Mais à cet égard, une chose a été clairement affirmée, j'allais dire réaffirmée, confirmée, hautement et sur tous les tons par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il a dit, il est prêt à tout négocier, sauf l'intégrité territoriale du Mali. Il n'aimerait pas parler de séparation. Il n'aimerait pas parler d'autonomie. Tout ce qu'il est capable de céder, ce serait dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de décentralisation profitable à l'ensemble des régions du Mali. Lever le mandat, c'est restituer la liberté de mouvement, mais ce n'est pas exonérer ou dédouaner la personne des charges qui peuvent peser sur elle. Donc l'instruction continue. Voilà, vous pourrez suivre l'intégralité de cette interview du ministre de la Justice, garde des Sceaux, en français et en langue nationale bamanankan, juste après ce journal. Et puis l'association malienne des droits de l'homme, dans un communiqué déposé à notre rédaction, la MDH donc attire l'attention des pouvoirs publics sur le fait que la paix et la réconciliation passent inéluctablement par la justice. À ce titre, la MDH demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour poursuivre et sanctionner toutes les violations des droits de l'homme commises au Nord. En aucun cas, la justice ne peut et ne doit être sacrifiée sur l'autel d'une paix illusoire.
Tous les pèlerins maliens, à l'image des autres pèlerins du monde entier, sont arrivés donc à Mina ce dimanche 13 octobre 2013. Ils entament ainsi la dernière étape du pèlerinage. Il faut noter que dans la journée, un climatiseur a pris feu entre les sites maliens et sénégalais. Un incendie mineur qui a été vite maîtrisé sans dégâts. 180 millions de francs CFA, c'est le coût de l'opération Tabaski organisée par la Ligue des prédicateurs du Mali avec l'appui de l'organisation caritative turque AZEN. L'opération vise à soutenir les nécessiteux en leur offrant des bœufs pour la fête de la Tabaski. La cérémonie de distribution s'est déroulée ici à Bamako et a été présidée par le ministre délégué auprès du ministre de l'administration territoriale chargé des affaires religieuses et du culte. Reportage de Batravé. 1 million de bœufs pour les orphelinats, hôpitaux, prisons, associations et centres islamiques. L'opération concerne la ville de Bamako et les 8 régions du pays. Elle s'inscrit dans le cadre de la solidarité entre les musulmans à l'occasion de la fête de Tabaski. Au Mali ici, qu'il y a beaucoup de familles qui ne trouvent pas de sacrifice dans la fête de moutons. En fait, vous savez, la vie chère. Cette modeste contribution est le témoignage de notre volonté de toujours rester solidaires de nos frères et des sœurs maliens. Pour le Haut Conseil islamique, la pertinence de cette opération n'est plus à démontrer. Ça vient à un moment où notre pays sort d'une crise majeure, où notre pays fait l'objet d'une attention particulière de la part de la communauté internationale, mais aussi de la part de ses amis réels. Et au moment de difficulté, le peuple turc était à nos côtés, et aujourd'hui aussi ce peuple est à nos côtés. Et le parrain de la cérémonie de préciser le contexte de l'événement. C'est un acte religieux, le sens du partage, un acte aussi de bienfaisance en l'égard de ceux-là qui n'auront pas le prix du mouton et qui doivent tous participer à la fête. Parce que c'est cela, la foi musulmane, c'est de poser des actes qui à chaque fois incitent l'autre à se dire quelle belle religion, je vais m'en approcher. Notons que la Ligue des prédicateurs du Mali et son partenaire ASEN ont inscrit à leur programme la réalisation des forages pour les populations qui n'ont pas accès à l'eau potable. Nous restons toujours avec nos partenaires turcs qui se manifestent encore en faveur des démunis en cette veille de la fête de Tabaski. Le programme de distribution de bœufs a été lancé ce matin et le coût global est de 40 millions de francs CFA pour 4800 personnes. Il s'agit d'aider les fidèles démunis en leur donnant de la viande pendant la fête de l'Aïd El-Kébir. Alpha Maïga. Pour ce qui est de la fête de Tabaski, il y a des fidèles musulmans qui n'ont pas les moyens pour l'achat des moutons. Et c'est pour tester leur solidarité envers les fidèles démunis que la Turquie lance ainsi son programme de distribution de bœufs. Le programme est dénommé Kurban en langue turque qui veut dire le rapprochement à Allah le Tout-Puissant. C'est ainsi pour la 3e fois, la viande de 160 bœufs vont être distribuées aux fidèles musulmans démunis. Au total, 4800 personnes sont concernées, soit un bœuf pour 7 personnes. Le coût global du programme est estimé à 40 millions de francs CFA. Son objectif est surtout d'aider les fidèles musulmans démunis et leurs familles en leur donnant de la viande pendant la fête de l'Aïd El-Kébir, cela en les mettant à l'abri de besoins. Les membres de l'association islamique pour le salut, les populations bénéficiaires, tour à tour ont salué le geste de la Turquie. Le dimanche à Bamako, c'est le jour des mariages pour reprendre le chanteur. Mais ce dimanche 13 octobre est assez particulier. À quelques encablures de la fête, c'est le vide dans le centre d'état civil. Un manque à gagner pour les locataires de chaises et de bâches. On a la tête ailleurs. Le sujet a intéressé notre équipe de reportage dirigée par Alpha Maïga. En tout cas, pas ce dimanche à Bamako. Bamako, où la plupart des populations se sont réveillées sans klaxon de réjouissance. Dimanche, il n'y a pas de mariage. Pas de mariage, c'est l'approche de la fête de Tabaski. Chacun est préoccupé par l'événement. Dans plusieurs centres secondaires d'état civil, pas d'embouteillage. Ici, on dort tranquille dans les locaux de la mairie. L'autorité en charge de nouer le mariage est à la maison, son dimanche de repos. On n'a pas eu de mariage ce dimanche-là. Comme c'est l'approche de la fête, le dernier dimanche, généralement il n'y a pas de mariage. Le dimanche passé, on a eu 3 mariages à la mairie de Dar-es-Salaam. Les gens s'organisent, les gens font du calcul. Vous savez ce qui s'est passé ce mois? Il y a eu la rentrée scolaire tout à l'heure.
c'est les mêmes parents d'élèves qui ont eu, en tout cas, à subvenir aux besoins de leurs enfants pour aller à l'école. C'est les mêmes parents d'élèves qui organisent la fête de Tabaski. Les Maliennes et les Maliens. Les mariés préfèrent ne pas passer de la fête dans la chambre nuptiale. Ils préfèrent se marier et sortir faire la fête avec leurs épouses. Cette situation de dimanche sans mariage à Bamako, dans la plupart des centres d'état civil, constitue un véritable manque à gagner pour certains. Au niveau du Centre international de conférence de Bamako, CICB, seule la sécurité veille sur les bâtiments. Pas de déjeuner ou de dîner prévu. Au niveau des locations de chaises, de bâches ou d'appareils de sonorisation, c'est un dimanche sans argent. Les chaises, on les loue à 15 000 francs. Les dimanches, on gagne entre 50 000 et 115 000 francs. On n'a pas eu assez de commandes. Donc les clients ont préféré attendre après la fête. Aujourd'hui, dimanche à Bamako, la tête est tout simplement dans la fête. Chacun est préoccupé pour avoir un mouton, le mouton de Tabaski. Voilà, on attendra certainement la préfète pour célébrer les mariages. La fête du mouton se prépare activement dans la cité des 333 saints. Le marché est suffisamment fourni. Selon les bourses des clients, les béliers sont cédés entre 30 000 et 75 000 francs CFA. Ici, les bêtes sont de deux races, celles qui viennent du Gourma et celles du Sahara. Cette dernière est la plus prisée. Les derniers événements n'ont pas entaché la détermination des marchands arabes à approvisionner le marché. Yaya Tandina. Pour la fête de l'Aïd el-Kabir, la ville de Tombouctou semble bien approvisionnée en moutons. Les parcs, les marchés à bétail, même certaines rues sont mises à profit par les marchands de bétail pour proposer leurs produits aux clients entre 30 000 et 75 000 francs CFA. À Tombouctou, il y a tellement de moutons. Jusqu'après la fête, on pouvait en avoir. Je paye chaque mouton à 40 000. Donc je trouve que vraiment c'est raisonnable. Par rapport à une semaine d'aujourd'hui, vraiment, chaque mouton, on dit que c'est 100 000, 75 000, pas plus de 60 000. Donc aujourd'hui, si on peut avoir un mouton à 40 000, on peut remercier le bon Dieu. À Tombouctou, nous avons deux races de moutons, ceux du Gourma et ceux venus du Sahara qui sont les plus sollicités. Nous avons amené des moutons du Sahara. Les prix sont abordables et varient entre 30 000 et 75 000 francs CFA. Les gros béliers que vous voyez sont à 65 000 et 70 000 francs. Les moyens entre 40 et 55 000 et les autres à 30 000 francs. Ce bélier blanc est cédé à 40 000 francs CFA. Comparativement à l'année dernière, les parcs sont bien ravitaillés et les dernières opérations kamikazes n'ont pas entaché la détermination des éleveurs arabes à fournir le marché. Le 14 octobre de chaque année est célébrée la journée internationale de la normalisation. Cette année, le 14 octobre est un lundi. À cette occasion, le ministre de l'Industrie et des Mines s'adresse à la nation. Le docteur Boubou Sissé est au micro de Adama Koulibaly. Cette année, le thème retenu pour célébrer cette journée est les normes internationales comme garantie des changements positifs. Actuellement, la communauté internationale est confrontée à des marchés mondiaux en évolution et à la nécessité de trouver un juste équilibre entre les solutions à apporter aux problèmes macroéconomiques et le besoin urgent de lutter efficacement contre des changements climatiques. Dans cet environnement complexe, les normes internationales sont des instruments puissants capables de susciter des changements positifs. En effet, leurs spécifications détaillées permettent d'ouvrir des marchés à l'échelle mondiale, de créer des environnements commerciaux favorables, de stimuler la croissance économique et de contribuer à atténuer les effets des changements climatiques. Ces normes internationales, dont les effets positifs profitent aux consommateurs à travers un choix plus vaste des produits et services, une meilleure qualité et des prix moins élevés, sont le fruit de consensus entre les grands spécialistes mondiaux de différents secteurs. Il s'agit du secteur de l'industrie, du secteur de l'énergie, des transports, de la santé, de la sécurité et des technologies de l'information et de la communication, des systèmes de gestion et enfin du secteur des changements climatiques.
La deuxième promotion du programme pour les jeunes politiciens en Afrique en partenariat avec la Fondation CMDID tient depuis hier au centre de Liba une rencontre sur le projet appui à la culture de l'idéologie politique à l'endroit des jeunes leaders politiques. La rencontre vise à créer un cadre d'échange et de réflexion sur les questions pertinentes autour des concepts idéologiques. Adibou Koulibaly. Le programme pour les jeunes politiciens en Afrique, deuxième promotion, entend à travers cette rencontre de Bamako fournir aux jeunes leaders politiques les rudiments théoriques et pratiques pour assumer leur rôle politique. Il permettra aussi aux jeunes de développer des projets en vue de consolider leurs partis politiques respectifs. Il s'agit, dans un premier temps, pour nous d'échanger sur la portée du respect de l'idéologie politique pour des jeunes leaders que nous sommes. Et dans un deuxième temps, de prendre connaissance sur les différents types d'idéologie politique et leur évolution. Pour le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ce programme permettra de doter le paysage politique malien de jeunes formés, responsables et aguerris. Cette jeunesse est appelée à prendre sa place et toute sa place dans la construction de notre pays. Vous avez le devoir d'influencer les politiques afin que les choses puissent changer. Le programme pour les jeunes politiciens en Afrique, d'une durée de 3 ans, est financé par l'Agence suédoise de coopération internationale. Les responsables du groupement des leaders spirituels des musulmans du Mali ont animé hier après-midi une conférence de presse. Cette conférence avait à son ordre du jour des sujets d'une importance capitale pour l'avenir de la religion au Mali. Sujets parmi lesquels la situation de l'islam post-crise et le projet de formation des 500 imams maliens au Maroc, entre autres. Reportage de Abdraman Maïga. À cette conférence de presse, 2 éminents prêcheurs de renommée internationale, Chérif Ousmane Madani Haïdara et Tcherna Hadj Oumar Thiam. Ces guides spirituels ont entretenu pendant 2 heures des journalistes et des chefs religieux sur 3 thèmes relatifs à la vie de l'islam au Mali. L'état actuel de la religion musulmane, les ministères délégués chargés du culte et des affaires religieuses et le projet de formation des 500 imams maliens au Maroc, les critères de sélection et les matières de la formation. Les critères sont déjà définis par le pays donateur, à savoir le Maroc. Savoir premier critère, il faudrait que ce soit des imams qui pratiquent le rythme malikité et qui sont pratiquants d'obéissance soufisme. Et le second critère, il faudrait que ceux qui partent parlent arabe, mémoriser une grande partie du Coran. Renforcer un islam authentique et lutter contre l'intégrisme religieux, telle est la volonté du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Cette association, au dire de ses responsables, se bat pour promouvoir une religion musulmane de paix et de tolérance. La formation de ces imams a pour effet de pouvoir cultiver dans notre pays un islam tolérant que notre pays a toujours connu, un islam fondé sur la paix et la quiétude qui rejette toute forme de violence et d'intégrisme religieux. Pour cette coopération avec le royaume chérifien, le groupement invite le gouvernement à tout mettre en œuvre pour son épanouissement. Ces leaders musulmans sont convaincus que sa perpétuité pourrait aboutir à la création au Mali d'un centre de formation des érudits du Saint-Coran. Pour clôturer les festivités de la journée internationale de la fille, Plan Mali a choisi Konobougou dans le cercle de Baroueli pour encadrer une marche des filles avec au programme chorégraphie, poèmes et discours en faveur de l'éducation des filles. Le récit de nos envoyés spéciaux, Abdul Karim Kaba et Abdul Salam Bambara. 300 filles ont marché sur une distance d'1 kilomètre pour dénoncer l'abandon de l'école par leurs camarades filles. La marche a aussi comme objectif la scolarisation et la formation professionnelle des adolescentes. Entre autres slogans qu'on pouvait lire sur les banderoles, bannissons les mariages précoces, ils empêchent les filles de s'instruire ou encore non à la violence au sein et autour de l'école. À la fin, les marcheuses ont adressé un message aux autorités politiques et administratives et parents. Faire de l'éducation des filles une priorité. Augmenter le financement de l'éducation des filles. Lutter contre les mariages précoces. Éliminer la violence basée sur le genre au sein et autour de l'école. Faire de l'achèvement de l'enseignement secondaire obligatoire pour les filles. Permettre la participation des filles dans les processus de prise de décision. Tous les intervenants ont appuyé cette cause des filles et ils n'ont pas manqué de saluer l'accompagnement des plans Mali. Je suis convaincu que ce combat, une cause juste et noble, sera gagné. Permettez-moi de remercier le plan Mali
pour tous les efforts qu'ils cessent de déployer pour la promotion des droits des enfants en général et ceux des filles en particulier. Des danses chorégraphiques, poèmes et chants ont meublé cette journée en faveur de l'éducation des filles à Conoy. Ouverture ce matin à Marly-le-Roi, dans la région parisienne, des 5e assises yvelinoises de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale. Le Mali est l'invité d'honneur de cette 5e édition, dont le thème central est quelle contribution des acteurs locaux à la relance du développement économique et social du Mali. Le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'intégration africaine et son collègue de l'administration territoriale et de la décentralisation de l'aménagement du territoire à la tête d'une forte délégation de près de 100 personnes ont pris part à ces assises. Magamfin Konaté. En choisissant le Mali comme invité d'honneur, les Yvelinois veulent mettre les acteurs locaux au cœur de la relance du développement économique et social du Mali. Une volonté largement exprimée à Bruxelles en mai dernier. À travers ces assises, le département des Yvelines entend jouer un rôle de leadership en se fondant sur ses 50 partenariats en 10 ans. Le Mali est pour nous la deuxième communauté étrangère subsaharienne présente dans les Yvelines, quasiment à égalité d'ailleurs avec le Sénégal. C'est dire pour nous l'importance que représentent ces 5e assises dont le Mali est l'invité d'honneur. Le département, en parallèle, a soutenu depuis 2002, c'est-à-dire donc depuis une dizaine d'années, 50 partenariats entre acteurs yvelinois et maliens. Avec ses 300 milliards de francs CFA d'apport annuel et ses 4 millions de compétences, la diaspora malienne apparaît dans le nouveau plan de relance telle une lumière au fond d'un puits. En somme, un véritable atout pour le développement endogène. Le gouvernement du Mali nourrit une ambitieuse politique de coopération pour le développement national, basée sur le socle d'un peuple réconcilié avec tous ses fils et résolument engagé dans la paix. Il invite les investisseurs de quelque profil que ce soit à venir travailler au Mali. Les questions relatives à l'éducation au développement, l'assainissement, l'agriculture et l'artisanat seront au cœur de ces assises. Entre deux avions, le ministre Moussa Senko Koulibaly a tenu à exprimer la gratitude du gouvernement malien aux collectivités amies du Mali. En 2012, et pendant que beaucoup hésitaient, pendant que certains fermaient les boutiques, pendant que certains fermaient les bureaux de coopération, les collectivités françaises en particulier, mais aussi les collectivités d'autres pays, ont continué à dire c'est maintenant, plus que jamais, que les populations ont besoin de nous. Ces assises sont une opportunité pour l'ensemble des acteurs de l'artisanat malien de sortir de l'isolement. C'est à juste titre que plus d'une 50aine d'artisans y participent. Les produits du secteur agricole se taillent la part du lion avec le coton et ses dérivés et les produits agroalimentaires. Une mission du projet améliorer la capacité d'adaptation et la résilience face au changement climatique dans le secteur agricole du Mali était dans la commune rurale de Sandaré, en première région, pour apprécier l'état de l'ensemble des parcelles de démonstration conformément aux fiches techniques et recommandations du projet. Un projet qui entend lutter contre l'insécurité alimentaire dans notre pays. Jafar Haïdara. L'objectif de cette mission du PNUD et la Direction nationale de l'agriculture dans la commune de Sandaré était de mesurer le niveau de réalisation des activités programmées au titre de la campagne 2013 et apprécier l'état d'ensemble des parcelles de démonstration conformément aux directives des fiches techniques et recommandations des missions. Ainsi, la mission s'est rendue à Djalara pour visiter 2 champs de la coopérative Nieta des femmes. Là, la délégation a apprécié le champ d'arachide de la variété TZ et le champ de maïs qui a comblé toutes les attentes. La mise en place de ces différents projets de démonstration en vue de pouvoir, n'est-ce pas, renforcer la capacité de résilience des systèmes de production, des zones agroécologiques et donc des producteurs dans ces zones qui sont reconnues comme vulnérables sont vraiment satisfaisants. Toutes les variétés semblent être en accord avec les différentes isoètes. À Mozambougou, c'est le champ de Niébé de l'association des femmes Kotontala qui a été visité, suivi du champ de démonstration de 6 hectares du riz à Djabé. Là, 3 variétés de riz ont été sémées, à savoir le Nerika, le Kambiaka et le riz Wassa. Le bilan global, je pense qu'il est satisfaisant. Mais le constat, c'est d'abord la bonne implication des communes dans la réalisation des activités du projet, l'implication très forte des femmes partout où nous sommes passés, mais surtout l'engagement et vraiment la volonté d'améliorer les pratiques
de production à travers les champs-écoles que nous avons vus. En vue d'asseoir les conditions pour une meilleure implantation des parcelles de démonstration, le projet a appuyé les paysans en termes de mise à disposition d'intrants et matériels, notamment les semences, l'engrais de fond, les produits phytosanitaires, les plans de reboisement. 460 maraîchers et agriculteurs de Bourem dans la région de Gao sont bénéficiaires d'un appui de renforcement des capacités d'une valeur de plus de 12 millions de francs CFA. Ce projet de développement est initié par l'ONG Inidob Solidarité. Il sera exécuté au bout de 8 mois dans le cadre du programme d'appui aux organisations de la société civile dans sa deuxième phase. Reportage de Drissa Kone. Ce sont 6 associations féminines des villages de Kokorom, Maza et Baria pour le maraîchage et une société coopérative de riziculture de Kokorom qui bénéficieront des matériels et des semences améliorées dans la commune urbaine de Bourem. Ce projet d'appui à la production agricole est estimé à plus de 12 millions de francs CFA sur l'initiative de l'ONG Hinidobé Solidarité. Ce projet cadre parfaitement avec les activités des populations de la commune de Bourem, dans lesquelles l'agriculture occupe une place prépondérante. 460 producteurs, dont 300 femmes, sont les principaux bénéficiaires de ces projets qui accordent une place prépondérante aux activités des femmes. C'est pour mieux l'exécuter qu'il est prévu une formation des femmes sur les techniques culturelles et un encadrement technique pour l'exploitation des périmètres maraîchers. Ces femmes et hommes n'avaient pratiquement plus de revenus pour avoir des intrants agricoles et leur équipement se trouvait très réduit. Donc ça va leur permettre de relancer leur activité de production. Ce programme s'inscrit dans le cadre du programme d'appui aux organisations de la société civile PAWAS 2. Il est cofinancé par le Mali, l'Union européenne, la Suède, la Suisse, le Danemark et le Canada. En 5e région, l'association Wafakoy pour la promotion de la femme à Sévaré Mopti apporte son soutien à 150 femmes du cercle de Yuwaru affectées par la crise sécuritaire. Elle vient de lancer à cet effet un programme d'urgence de distribution de vivres et de non-vivres d'un montant de plus de 25 millions de francs CFA financé par le programme d'appui aux organisations de la société civile PASC 2. Yacouba Maïga. Depuis l'éclatement crise politico-sécuritaire dans notre pays, les actions de solidarité ne faiblissent pas du tout à l'endroit des populations affectées de la région de Mopti. Cette fois-ci, c'est l'association multifonctionnelle Wafakoy pour la promotion de la femme de Sévaré Mopti qui fait parler son cœur à 150 familles vulnérables du cercle de Yuwaru. L'association Wafakoy de Mopti se veut un acteur dans la résolution de la crise en favorisant l'inclusion et la cohésion sociale à travers la distribution de vivres alimentaires, de biens de première nécessité et des ustensiles de cuisine aux populations de Yuwaru. Apporter donc une réponse d'urgence à l'écho de ces familles meurtries dans le cercle de Yuwaru ne peut que appeler notre soutien en tant qu'autorité administrative. Pour exécuter ce projet d'une durée de 6 mois, l'association Wafakoy a bénéficié d'une subvention de l'Union européenne d'un montant de 25 452 613 francs CFA à travers le programme d'appui aux organisations de la société civile phase 2. Toujours en 5e région, le projet d'appui et d'accompagnement des populations déplacées à Mopti, PADMO, vient en appui aux déplacés en favorisant le retour dans leur localité d'origine. Environ 500 de ces déplacés ont pris jeudi dernier à Mopti le chemin du retour en présence du sous-préfet de Mopti Sokpoura. Reportage de Moustapha Doumbia. Ce retour des personnes déplacées est organisé dans le cadre du projet d'appui et d'accompagnement des populations déplacées à Mopti PADMO. L'opération concerne près de 500 personnes réparties entre 70 ménages originaires des régions de Gao et Tombouctou et du cercle de Yuwaru dans la région de Mopti. 3 moyens de transport, bateaux, pirogues et bus, sont mis à leur disposition par le projet. Ceux-là qui retournent aujourd'hui sont ceux de la région de Gao en partie, surtout la région de Tombouctou. Certains vont aller à Niafunke et d'autres à Diré et Gundam. Donc Yuwaru, ça c'est pour ceux de Mopti. Il est aussi prévu dans le cadre du projet PADMO de doter les familles à leur arrivée en kit ménager et en matériel de production, tout en facilitant l'insertion scolaire des enfants. Chaque ménage devrait aussi recevoir un fonds de démarrage de 78 000 francs CFA. Je suis venu à Mopti en tant que réfugié à cause des guerres. Je retourne aujourd'hui, vraiment grâce à ce projet, vraiment je suis heureux même de retourner aujourd'hui. Vraiment on est très content. Ça participe
en quelque sorte à l'apaisement. Ça montre que la paix est de retour. Et nous, c'est ça l'impression forte que je ressens de cet événement. Le projet d'appui et d'accompagnement des populations déplacées à Mopti est exécuté par SOS Village d'enfants du Mali. Une bonne politique de production et de commercialisation des semences de mil sorgho et cultures associées, telle est l'ambition du projet Amassa Afrique Verte Mali. Et pour sa réalisation, il vient d'organiser une rencontre d'échange entre partenaires sémenciers de Ségou et de Sikasso. C'était jeudi à Koutiala. Sékou Konaté. Les céréales concernées par cette démarche sont le mil, le sorgho et cultures associées. Elle visait à définir à travers un cadre d'échange entre acteurs sémenciers de Ségou, Koutiala, Sikasso et Yorosso les meilleures stratégies de production et de commercialisation de semences. Il s'agit de discuter, de voir les aspects organisationnels, les contraintes, les opportunités et comment mieux asseoir et comment mieux avoir des producteurs mieux aguerris pour pouvoir produire des semences, et non seulement les semences mais aussi la question des hybrides, de façon à mieux améliorer la production et la productivité. Les échanges entre ces acteurs des zones de forte production céréalière ont permis de relever les insuffisances et de définir une démarche plus cohérente. Il y a besoin de contributions et collaboration de tous les acteurs dans le secteur sémencier. C'est pour cela que nous sommes tous invités ici aujourd'hui pour réfléchir ensemble sur les meilleures stratégies et possibilités de collaboration pour avancer dans la vision de développement du secteur sémencier. Le gouvernement de la République du Mali a toujours accordé une attention soutenue à la question sémencière, base de toute sécurité alimentaire des populations. Le traitement de la question des semences est une préoccupation fondamentale et essentielle des nouvelles autorités maliennes. A signaler que la présente démarche de Amassa Afrique Verte Mali bénéficie du soutien financier de l'USAID. En deuxième région, 510 familles déplacées vulnérables viennent de recevoir des kits alimentaires et sanitaires du projet d'aide. Ce projet est une initiative du groupe de recherche et de réalisation pour le développement rural GRDR avec l'appui financier du ministère français des Affaires étrangères et de la Fondation de France. Le don touche les régions de Sikasso, Koulikoro et Kaye. Koumassissé. L'ONG Groupe de recherche et de réalisation pour le développement rural GRDR et son partenaire financier, ministère français des Affaires étrangères et de la Fondation de France, viennent en aide alimentaire et sanitaire à 510 familles déplacées du Nord dans la région de Koulikoro. Les kits sont composés de 102 tonnes de céréales, 510 bidons de 20 litres d'huile, 10 tonnes de sucre et de sel, 1500 moustiquaires et une enveloppe d'un montant de 10 200 000 francs CFA. On est très contents. C'est comme une fête pour nous les déplacés, parce qu'on a reçu quoi à manger. Mais ils ont accepté vraiment de nous garder leurs frères, leurs sœurs qui ont fui la guerre pour venir se reposer chez eux. Cette action de l'ONG GRDR coïncide avec la 19e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion sociale, dont le thème est cette année la solidarité, un support essentiel de l'action humanitaire. Le conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de la région de Koulikoro a saisi cette occasion pour formuler ses vœux de retour définitif de la paix et de la sécurité dans notre pays. Dans le cadre de la journée internationale du lionisme célébrée le 8 octobre de chaque année, les Lions du Mali viennent de faire un don de matériel et équipements sanitaires au Centre national de transfusion sanguine. En procédant à la remise des matériels aux responsables du centre, la présidente de la zone 121 du Lions Club de Bamako a situé le geste dans le cadre des activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Ces dons ont été reçus par le directeur de la structure qui se réjouit du geste qui coïncide avec la 19e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion et a promis d'en faire bon usage.
Groupant sur la jeune musicienne malienne Mariam Koné, elle est professeure assistante au Conservatoire des Arts et Métiers multimédia Bala Fasike Kouyaté de Bamako. La native 200 fait partie des 12 finalistes du prix découverte RFI de cette année. Le portrait de Mariam Koné est dressé par une de nos équipes de reportage qui est allée à sa rencontre en pleine répétition. C'est le sujet du grand format de cette édition, une réalisation de Cheikh Oumar Sangaré. Battante, confiante et souriante, elle est une jeune femme de 26 ans que nous avons rencontrée dans ce temple de la culture, au conservatoire sur les hauteurs de Bamako. Elle, c'est Mariam Koné. Son sourire traduit à coup sûr son affection pour la musique. Mon père, il écoutait beaucoup de la musique. Tôt le matin, on se réveillait avec la musique, le rythme dans la peau. Il écoutait beaucoup Salif Keita, Bob Marley. Mariam fréquente l'école fondamentale de Kati Numorila de 1992 à l'an 2000. En classe, elle reste affectée par le virus de la musique grâce à la complicité d'un père attentionné pour sa fille musicienne en devenir. J'aimais beaucoup les épreuves de chant pendant les examens. C'était vraiment ma matière favorite, quoi. J'avais mes notes là-bas. Et arrivé au second cycle, j'écoutais beaucoup les rappeurs. Zoto Boys, Tata Pound. Et à un moment, mon père m'a même acheté un album de Tata Pound pour que je puisse interpréter, écouter. Après le baccalauréat en 2003 au lycée Mambi Sidibé de Kati, Mariam Koné entre à l'FSJP, faculté des sciences juridiques et politiques, filière droit privé. Parallèlement à ses études, elle évolue avec le groupe de rap Les Pacifiques de Kati, puis avec un autre groupe, Bamako Jazz. Sa jeune carrière prend une autre tournure en 2006 avec son admission au concours d'entrée au Conservatoire des Arts et Métiers multimédia Bala Faseke Kouyaté, spécialité chant. Là encore, elle s'est fait remarquer par son talent. En dehors des cours, elle apprend, elle a un groupe, elle travaille. En tout cas dans le domaine artistique, l'essentiel de la formation, je dirais 80% de la formation, doit se faire dans la pratique par les élèves eux-mêmes. Et je pense que Mariam est dans ce cas précis. Mariam termine major de sa promotion en 2011 et dispense des cours de musique dans cette même école. Depuis, elle quitte le rap pour le rythme mandingue. Je m'inspire beaucoup de la musique traditionnelle malienne pour créer ma propre musique. Guitariste de Douaté, sa voix reste cependant son principal atout. Manamiri alaka famayama, kanamiri balaka sayama, manamiri alaka sebayama, kanamiri balaka sayama. Grande observatrice de son environnement, la jeune artiste a l'inspiration fertile. Il y a plein de morceaux dans l'album que je compose comme cela. C'est-à-dire la vie en général m'inspire. En 2012, Mariam Koné a été lauréate du concours Talent de la Cité lors du festival sur le Niger. Ce qui lui a valu l'accompagnement du Centre culturel Corée à travers le programme Corée Qualité. C'est un programme qui répertoire certains jeunes talents dans les volets de la musique, de l'art plastique et sur lesquels nous faisons un accompagnement et un suivi pour leur permettre de se hisser au plus haut niveau international en fait. Aujourd'hui, Mariam Koné fait partie des 12 finalistes du prix découverte RFI 2013, dont le vote prend fin ce 19 octobre. Alors, elle a besoin de vos suffrages à l'adresse email www.prixdécouverte.com/fr/vote. Pour votre vote, cochez Mariam Koné en 6e position sur la page. Son premier album, intitulé Dakar, c'est-à-dire Le Destin, sera bientôt dans les bacs. Entre la musique traditionnelle et moderne, Mariam Koné possède des atouts pour être l'une des prochaines figures emblématiques de la musique malienne. Page noire de ce journal, l'ORTM est en deuil. Notre collègue Oumar Sangaré
directeur de la radio nationale, nous a quittés cet après-midi des suites d'une courte maladie. Il était âgé de 61 ans. Oumar Sangaré a commencé à travailler à l'ORTM en 1978 comme journaliste. Durant sa carrière, il a été rédacteur en chef de division de la radio rurale en 1994. À partir de 2005, il est nommé chargé de mission au ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales jusqu'en 2012, où il signe son retour à l'ORTM. Jusqu'à son décès ce dimanche, il était le directeur de la radio nationale. Que son âme repose en paix. Ainsi va la vie. Voilà, donc avant de nous séparer, sachez que le rôle du député, c'est le thème du débat de ce soir sur les élections législatives. Bokar Touré et Yaya Konaté reçoivent les représentants de l'ADEMA, du PARENA et du PSP, ainsi que M. Moussa Diarra, auteur du livre « Être député en Afrique ». Débat donc à suivre à partir de 21h30 sur cette même antenne. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.ortm.ml. Demain, 10h-13h, retrouvez Khadija Topone et à 18h et 20h, vous retrouverez Aïssata Ibrahim Maïga. Merci et bon début de semaine.